quoi. Après, C'est juste ça, que... chacun fait ce qu'il veut chez soi. Salut Aurélie. Bonjour, tu vas bien? Ben oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, ben écoute, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur la chaîne YouTube Cassidio. On va parler un petit peu de ton parcours et puis de ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi. Donc, ben, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Oui, alors je suis Aurélie et je suis home organizer depuis 2023. Ok. Donc home organizer, si on veut un mot un peu plus compréhensible, c'est coach en rangement. Donc moi j'accompagne les particuliers à faire du rangement Ok. à la maison pour gagner en sérénité à la maison et aussi simplifier le quotidien. Ok, donc du coup c'est vraiment centré sur les particuliers. Hein. Oui, Voilà. alors Ok. effectivement c'est aussi un métier qu'on peut pratiquer en entreprise. Ouais. Moi j'ai choisi par goût en fait de me Oui. concentrer sur les particuliers, donc je fais du rangement à domicile et moi ce qui m'intéresse vraiment dans le rangement c'est le bien-être que ça procure. Ah oui, intéressant. Ben, on en reparlera peut-être un petit peu plus après, mais là pour l'instant on va faire un petit retour en arrière, on va regarder dans le rétro et je veux bien que tu nous dises un peu comment tu étais enfant et aussi peut-être ton parcours scolaire qui t'a amené aussi à ce que tu fais maintenant. Alors moi j'étais bonne élève, plutôt bonne élève, donc j'ai fait des études à la fac, j'ai eu une maîtrise LEA, Oui, donc langue étrangère appliquée. Ça, oui c'est ça, ça nous fait encore un peu commun. Et effectivement, donc plutôt bonne élève, un parcours à l'université parce que mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer une école de commerce ou autre. Ouais. Donc j'ai eu ma maîtrise et après j'ai cherché à travailler dans ce que je savais faire, c'est-à-dire les langues. Oui. Je voulais travailler dans le commerce international, j'ai pas trouvé, j'étais à Marseille et je trouvais pas de boîte qui correspondait, j'ai pas trouvé dans mon domaine. Et j'ai été embauchée chez Monster.fr, donc c'était début des années 2000, donc c'était un peu nouveau, internet et tout, c'était branché, travailler dans le net et tout, j'étais super contente. Bah ouais. J'étais en service client. D'accord. Et donc j'ai fait ça quelques années à Marseille. Après j'ai eu une promotion pour travailler à Paris. Je travaille avec des grands comptes pour Monster.fr. Ah, ok. Voilà. Et après, c'est bien le site d'offre d'emploi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Monster.fr, c'était très connu à l'époque. C'est un peu moins maintenant utilisé. C'est plus, ils se sont un petit peu concentrés, je crois, sur certains métiers. LinkedIn, je pense que ça c'est un peu perdu. Ouais. C'est ça. Et en fait, donc j'ai travaillé quelques années à Paris. J'étais chargée de clientèle. Donc d'accord, auprès des grands comptes. C'est ça, des grands comptes. Donc j'avais différents clients qui utilisaient le site. Donc des grosses structures, ce qu'on appelle le staffing, donc des entreprises qui travaillent, des recruteurs. Hein. Ah oui, et puis aussi des grands groupes. Ouais, directement. Ici. Ouais. Qui passaient par vous directement. Voilà, pour recruter. Tout à fait. J'ai fait ça quelques années et après j'ai rencontré Arnaud et du coup, donc celui qui allait devenir le père de mes enfants, et donc il a eu une promotion pour travailler, pour déménager à Bordeaux. Et donc je l'ai suivi, je suis arrivée dans la région en 2000, on est arrivé en 2011, lui un peu plus tôt. Et donc j'ai trouvé chez Cartégie, qui était une société... Non, c'est le groupe Udaya. Ah d'accord, ok. Voilà, ça a changé, donc ils font du marketing, donc la gestion de bases de données. Donc j'ai travaillé quelques années. Et ensuite, j'ai en fait développé un peu mon goût pour le contact. J'avais vraiment envie de faire plus de terrain en fait. Oui, ok. Voilà. Donc j'aimais bien ça, mais j'avais fait le tour. Et j'ai toujours eu envie de créer mon projet. C'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à me dire, j'aimerais bien quand même faire quelque chose qui m'épanouisse un peu plus. Parce que j'aimais bien ce que je faisais, mais j'avais un petit souci avec le marketing, ça me correspondait pas à 100%. Vraiment au niveau de l'éthique. L'éthique, voilà, c'est ça. Le fait de travailler avec les données personnelles des gens, c'était pas trop mon truc. Du coup après en fait c'est à ce moment-là qu'on voulait fonder une famille. Ah oui. Voilà, donc j'ai démissionné pour travailler dans une société dont je tairai le nom, qui ça s'est pas trop bien passé. Et suite à cette démission, je tombe enceinte de ma première fille. Et là, en fait, moi qui étais une personne qui n'était pas très très organisée de nature, en fait, j'ai commencé à comprendre que il fallait s'organiser à la maison pour qu'on soit heureux. Et là, quand ça a commencé un peu
à m'intéresser tout cet univers de l'organisation domestique. Voilà, c'est là que ça a commencé à germer un petit peu. Vraiment dès la grossesse, du coup? Déjà avant, parce que je m'étais intéressée à l'écologie. Voilà, j'avais eu vraiment une révélation avec le livre de Bea Johnson, Zéro déchet, le monde du zéro déchet, ça m'a vraiment intéressée. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, il y avait plein de choses à mettre en place pour avoir une vie plus simple et plus apaisée. Moi qui étais un petit peu, qui vivais un peu au jour le jour, je faisais pas trop attention à mon organisation, que ce soit à la maison, même l'organisation au sens large. Et c'est vrai que quand on s'intéresse au minimalisme, on voit en fait... parce qu'en fait, c'est très lié, zéro déchet, finalement, bien sûr. Voilà. Et j'avais compris en fait ce que ça pouvait m'apporter en termes de bien-être, même en tant que célibataire, enfin pas célibataire, mais en tant que femme, quoi. En tant que femme, voilà. Sans parler de mon rôle de maman. Donc j'étais déjà en couple. Voilà, c'est là que ça a commencé vraiment à m'intéresser, ce côté vraiment l'organisation pour le bien-être. Et puis, donc ensuite, je me suis intéressée par le zéro déchet. Et après, j'ai commencé à lire des bouquins là-dessus. Il y a eu surtout le raz-de-marée Marie Kondo. Oui, c'est vrai que vous connaissez, parce que c'est très connu. Voilà. Sur Netflix. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti son bouquin, mais en tout cas, c'était je pense que c'était dans les années que tu dis, là, 2018, comme ça. Un peu après, voilà. Et là, je me suis rendu compte que, il y avait vraiment quelque chose à faire parce que c'était pas encore très connu en France. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien faire ça. Et je me souviens qu'on avait eu cette discussion, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et je me souviens qu'on avait discuté de ça avec une autre amie au resto. On avait dit, mais peut-être quelque chose à développer pour les particuliers, surtout les mamans, les jeunes parents. Peut-être un service pour leur apprendre à mieux s'organiser. Voilà. Et à l'époque, je m'étais dit, mais non, moi, l'entrepreneuriat, je me sens pas prête. J'avais envie de développer un projet, mais pas forcément d'en faire une activité, un métier, quoi. Donc voilà, ça a mis du temps à mûrir. J'anticipe un peu sur les autres questions, mais en tout cas, voilà, mon parcours, c'était ça, si je reviens sur ta question, donc vraiment parcours assez classique universitaire, et puis après, voilà, une carrière qui s'est faite un petit peu avec les opportunités que j'ai trouvées, et puis je suis arrivée à l'entrepreneuriat, pas parce que j'avais envie d'entreprendre, mais parce que mon métier n'existait pas et qu'il fallait que je le crée moi-même, quoi. Très intéressant. En fait, c'est aussi une des voies vers l'entrepreneuriat. Et juste, je reviens sur un élément de ton parcours dont on n'a pas encore parlé, mais que je connais, puisque comme vous l'aurez compris, on se connaît bien avec Aurélie. Je voulais parler de ton blog, en fait, puisque c'est comme ça qu'on s'est connus. Et est-ce que tu penses pas aussi que ça a joué sur Sûrement, parce que en fait, c'est vrai que le blog à l'époque, c'était quand je suis arrivée en fait à Bordeaux dans la région, je connaissais personne et il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Et en fait, c'est vrai que ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis de rencontrer plein de gens formidables, dont tu fais partie. Et en fait, c'était vraiment ça a créé du lien en fait. Vraiment, c'est là que je me suis sentie vraiment bordelaise. Je commençais vraiment à écrire même sur la ville un petit peu. Et sortir, participer un peu à la vie bordelaise, il y avait des soirées à l'époque et tout, c'était sympa. Et j'avais un blog moi plutôt mode à l'époque, donc c'était aux alentours de 2010, jusqu'à 2012, je crois que j'avais arrêté, j'ai pas été très pas très longtemps, pas très assidue sur le blog, c'était quand même très chronophage. C'est passé sur Instagram peut-être après. C'est ça. Et à l'époque, en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'est que il n'y avait pas d'arrière-pensée, on voulait pas monétiser, on était là pour le partage. Ça c'était génial, cette période-là. Et c'est vrai que dans la blogosphère, on commençait à parler aussi d'écologie, d'organisation domestique, tout ça. Donc j'étais une grosse consommatrice aussi de contenu à l'époque. Et ça... Quelque part, je me rendais compte que j'avais quelque chose à offrir un peu. En tout cas, j'avais envie de... Le blog, en fait, ce qui est génial avec le blog et avec les réseaux aujourd'hui, c'est que tu as l'impression qu'en fait, tu peux amener ta pierre à l'édifice et faire avancer en fait les sujets. Quand tu as un truc qui te plaît, tu peux échanger, mais aussi tu as l'impression d'avoir
voilà, tu peux amener apporter quelque chose aux autres, même si c'est pas forcément ton métier. Bien sûr. Mais t'as une voix et quand t'es vraiment, alors, bien sûr, il faut arriver à se faire entendre maintenant parce que c'est le brouhaha, il y a beaucoup de gens qui parlent. Mais c'est ça que j'aimais moi dans les premières années Puis finalement, ça a été ta première expérience entrepreneuriale. Alors peut-être pas dans le sens entreprendre au sens business, mais en tout cas dans le sens entreprendre un projet et de, comme tu dis, en fait, d'être en lien avec une cible, entre guillemets. Ça a été finalement le blog aussi une première expérience pour ça, quoi. Oui, c'est vrai. Qui peut-être t'a permis aussi indirectement à mener le projet que tu as aujourd'hui, quoi. C'est vrai que c'est aussi une discipline aussi parce que c'est arriver à produire comme ça du contenu régulièrement et tout, c'est aussi c'est un petit peu ça rejoint un peu l'entrepreneuriat, quoi, arriver à toutes les réflexions que tu as au quotidien, l'évolution que tu peux avoir sur certains sujets, arriver à les faire évoluer en même temps que... Déjà à les verbaliser et à les transmettre. Voilà. C'est ça. Ouais. Et c'est ça que j'aimais aussi dans les contenus écrits. C'est que c'est beaucoup plus le fruit d'une réflexion, alors que quand tu es dans les réseaux, c'est un peu dans l'instant. Du coup, ça rentre un peu moins dans le détail. Mais j'aime bien aussi ces formats-là. Oui, voilà, ça se complète. C'est vrai que... Puis en plus, pour toi qui fais peut-être quelque chose aussi de très visuel, c'est bien aussi ces vidéos un peu courtes qui permettent de montrer en fait vraiment concrètement. C'est vrai qu'à l'époque des blogs, là, les années 2010, 2012, tout ça, il n'y avait pas encore la vidéo comme ça. Même YouTube était peut-être pas encore... C'était le début. C'était vraiment les débuts, quoi. Ouais. Moi, j'avais quelques blogueuses que je suivais qui se sont lancées sur YouTube quelques années après. Et qui sont, la plupart ont arrêté, mais il y a toujours Colline, que je suivais déjà, il y a toujours Valentine, c'était vraiment elle est plutôt sur YouTube, mais c'est quand même vraiment les fondatrices du net féminin, et qui sont quand même arrivées sur les réseaux d'abord pour des sujets clichés un peu. C'est vrai. La mode, les fringues, le maquillage, le lifestyle. Et c'est vrai qu'à l'époque... les débuts de YouTube, c'était le maquillage. C'était bien avant Joy Phoenix, qui après il a raz-de-marée, et puis aujourd'hui elle est presque figure de vieille, maintenant, alors que pour nous elle était déjà. Bref. Non, moi je suis vraiment un dinosaure du net, mais j'ai pas des... Finalement on était sur les réseaux au tout début, et puis la blogosphère, moi c'est une époque que j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, une certaine, comme tu disais, une certaine insouciance aussi, parce qu'il n'y avait pas tous ces enjeux qu'il y a maintenant. C'est ça. Moi je pense que c'était des bonnes années aussi du net, en fait, tout simplement. Un bon usage d'Internet. C'est ça. Et justement, là, tu as cité un petit peu des personnes que tu suivais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être celles que tu suivais avant, mais peut-être celles que tu suis aujourd'hui? Et puis sur tes inspirations ou même tes motivations, qu'est-ce qui te motive au quotidien? Alors, moi je reste créatrice de contenu, alors c'est pas mon métier, je ne vais pas en faire mon métier, je pense pas. Et moi c'est vraiment un support pour me faire connaître. Et puis j'ai toujours le plaisir quand même de partager un petit peu de ce que j'ai envie de partager. Donc je suis quand même beaucoup dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui m'inspire? Beaucoup de contenu anglo-saxon. Alors après, j'ai pas vraiment je suis pas fan vraiment de créatrice de contenu particulièrement. Je m'inspire en fait de ce que je vois au jour le jour, mais c'est là, ces dernières années, je pourrais pas te citer vraiment d'influenceurs ou de créatrices de contenu qui m'ont vraiment guidée. Même dans ton métier, quoi. Oui, alors dans mon métier, oui, il y a des choses que je trouve inspirantes. Après, tout récemment, là, elle s'appelle Marie, alors je ne me souviens plus de son nom, c'est l'arrangeuse. L'arrangeuse sur Instagram. Il y a aussi... après, c'est pas forcément que sur Instagram, c'est aussi, ça peut être sur TikTok ou autre.
j'essaye de moins consommer, c'est vrai que c'est dernier temps. C'est pas facile. Ce qui m'inspire vraiment, c'est plus les contes de maman. Ouais, d'accord. Voilà, parce que j'aime bien observer aussi les problématiques des femmes d'aujourd'hui. Et ce que je trouve un peu compliqué et qui a été un peu décourageant ces dernières années sur les réseaux, c'est que en fait on voit beaucoup de contenu très léché, très voilà, ça commence à changer, mais et qui reflète pas la vraie vie. Et moi, ce que j'aime voir, c'est des contenus un peu plus vrai, quoi. Et puis peut-être que finalement, les personnes que tu as besoin d'aider, elles sont peut-être pas sur Instagram, quoi. Parce qu'il y a aussi toute cette population. Enfin, nous, quand on est sur Instagram, on a l'impression que tout le monde est sur Instagram, mais en fait, pas du tout. Ouais. Quand on reparle avec nos amis dans la vraie vie, il y en a plein qui n'ont même pas de compte Instagram, quoi. C'est vrai. Et puis en fait, ce qui m'inspire avant tout, si on est beaucoup plus large, ça va être vraiment les femmes qui sont autour de moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, mes sources d'inspiration, ça va être ma sœur, ma collègue de travail, mes amis. J'aime bien écouter les femmes et j'aime bien écouter des interviews de femmes. J'aime bien, voilà. Et c'est pas forcément que sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Ça peut être, voilà, bon, même si je consomme pas mal de contenu, mais voilà, c'est aussi ce que je vois et ce que j'entends aussi dans la presse, sur j'aime bien quand même savoir ce que pensent les autres femmes et comment les autres femmes vivent leur maternité, leur couple, et c'est ça qui m'inspire en fait, c'est la vie des femmes en fait. Oui, parce que si on revient un peu sur ce qui a été l'élément déclencheur, toi, dans ton projet, c'est finalement quand tu as discuté avec des femmes autour de toi. C'est ça. C'est ça, et en fait, oui, si on parle d'inspiration, c'est vrai que tout de suite, un mot inspiration, tu vois, j'ai fait le lien tout de suite avec les réseaux, alors qu'en fait, non, l'inspiration, c'est d'abord un mot vraiment très, 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 très large. Oui, en fait, ma principale source d'inspiration, ça a été d'abord ma sœur. Ah oui. Qui est une femme très courageuse, qui a donc maman solo, avec infirmière, avec un métier très prenant. Et en fait, je voyais bien que le manque d'organisation à la maison, c'était vraiment, il y avait vraiment un impact sur sa santé mentale. Ah oui, d'accord. La fatigue. Et je me disais, mais, quand je pouvais l'aider, je le faisais, mais je me disais, mais il y a forcément des choses à faire pour que ça se passe mieux. Et c'est vrai que voilà, ça a été vraiment un moteur. Je me dis, mais je veux moi aussi, maintenant que j'ai moi-même fait ce parcours-là, de simplifier mon quotidien grâce au tri, au désencombrement, aux techniques d'organisation. Et je vois bien tout ce que ça m'a apporté. Et j'ai envie de l'apporter, enfin, en tout cas, de montrer que ça peut vraiment aider. Ok. Voilà. C'est ça qui m'a vraiment inspirée, c'est vraiment cette envie si moi j'y arrive, je veux que d'autres y arrivent aussi et puissent y trouver vraiment du soulagement, des solutions. Ouais. C'est ça qui m'a vraiment poussée à ça. Parce que moi, je suis pas comme dans mon métier, donc moi, je rappelle, je suis coach en rangement, ça peut faire peur, on dirait que je suis c'est vrai que coach en rangement, on dirait que je suis la nana maniaque, tu sais, la super nanny du rangement qui va attention avec ton plumeau. Voilà, c'est ça, et puis genre, à la limite, à la baguette, tu vas coacher et tu vas ranger. Non, pas du tout. On est sur un métier d'accompagnement, vraiment dans le non-jugement, dans l'empathie. C'est pour ça que j'aime bien le terme de coach, même si je suis pas coach de vie. Je me prétends pas, j'ai pas de formation de coach, mais j'aime bien quand même ce mot. Tu rentres dans la vie des gens, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il y a inévitablement, quand tu rentres dans la maison, c'est ça. Voilà. Et même si en principe on devrait pas le dire, mais je trouve qu'il n'y a pas d'autre mot pour mieux expliquer en fait le terme d'accompagnement, parce que pour moi c'est vraiment ça. Parce qu'on peut aussi dire organisatrice intérieure, mais moi je conçois pas mon accompagnement comme juste je vais ranger chez toi. Je vais t'apprendre à ranger. Je vais t'aider à mieux t'organiser. Et puis de partir de pourquoi la personne en est arrivée là, quoi, peut-être. C'est ça. Essayer de dénouer des blocages. Donc il y a vraiment un travail sur le rapport à l'objet. Donc c'est pas juste... c'est pour ça que c'est très différent de métiers qui interviennent que sur l'habitat. Ouais, c'est vrai que souvent on fait le parallèle avec par exemple le homestaging. Oui, c'est vrai. Parce que les mots se ressemblent, c'est le mot anglais, organizer, homestaging. Ou décoratrice. Oui, c'est ça. La décoratrice, elle fait un job, elle va
elle va jouer sur ton l'esthétique, quoi. Voilà, c'est esthétique, ton habitat, mais elle va pas te changer toi. Oui, c'est ça. C'est ton... Toi, comme tu disais, il y a vraiment, c'est un métier du bien-être, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est que c'est un peu à mi-chemin, c'est-à-dire que oui, on intervient à la maison sur le matériel, mais c'est surtout ton rapport à l'objet qui va être travaillé, qui va être... Et puis surtout, t'apprendre, te transmettre. Moi, c'est ça que je veux, je veux pas ranger chez quelqu'un, partir, et puis qu'elle ait rien appris, et qu'elle m'appelle... parce qu'il y en a qui font ça, hein. Oui, j'imagine. Chez mes consoeurs, il y a des comptes que je suis... presque la personne n'est pas là quand elle intervient. Voilà, c'est ça. On est vraiment sur... Alors, je vais quand même... j'y repense maintenant. Citer quand même dans mes inspirations, quand même la Fée du Tri, puisque c'est quand même elle qui m'a formée. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. C'est pas cool de pas la citer. Même si j'avais envisagé ce métier avant d'être formée et avant de savoir qu'elle faisait son métier. Et en fait, c'est que j'avais envisagé ce métier-là. Et un jour, je me suis dit, tiens, il y en a une qui fait déjà ça, et en plus, elle habite à Bordeaux. Elle s'appelle Élodie Boulard, elle est plus connue sous le nom de la Fée du Tri, et en fait, elle fait ça depuis 2016, je crois, et maintenant, elle est formatrice. Et c'est vrai que, clairement, elle m'a beaucoup inspirée, parce que je me suis dit, elle a eu l'audace de se lancer, d'en faire un métier en France, alors que, elle était quasiment seule en France à faire ça, je crois que c'était la première. D'accord. Donc oui, ce serait quand même, c'est important de la citer parce que oui, elle m'a inspirée pour me lancer, parce que c'est aussi grâce au sésame, c'est un petit peu un sésame, une espèce de légitimité. Souvent, les femmes, on aime bien. C'est ça. Elle a proposé une formation, donc j'ai suivi sa formation à Bordeaux, et après j'avais son petit diplôme, donc je me suis dit, mais là je peux me lancer, parce que j'ai ce truc-là. On a besoin de ça. Voilà, la validation d'une nana qui fait ça depuis très longtemps, qui est quand même reconnue dans son domaine. Donc voilà. Mais du coup, elle est formatrice uniquement pour former d'autres professionnels. Je crois qu'elle a toujours... en fait, elle a un réseau de home organizers en France. Donc comme elle est un peu... elle a fait ça depuis 2016, donc elle a quand même un réseau important. Elle a donc maintenant des réseaux d'home organizers en France. Et aussi sa formation. Donc elle propose des formations. Elle va pas former un particulier qui voudrait se former au home organizing. Alors, elle est toujours home organizer, mais vraiment, je pense qu'elle est quasiment que sur la formation de pro, quoi. D'autres. Elle transmet maintenant son frère, consoeur, c'est ça. Ok. Et oui, clairement, ça fait partie des personnes qui m'ont fait comprendre que c'était possible d'en faire une activité en France. Alors après. Beaucoup dans nos métiers, c'est encore difficile d'en vivre parce que voilà, c'est encore un marché un métier qui est en expansion, qui est encore pas très connu, etc. Mais c'est possible, et c'est vrai qu'elle, comme c'était parmi des premières, finalement on s'est dit mais oui, c'est aussi possible en France de gagner sa vie, de gagner sa vie avec ça. Ouais, non, c'est intéressant. Et pour ça, c'est clair que c'est important de le dire, que c'est quand même quelqu'un qui m'a donné en fait l'envie de créer mon activité. Que ça devienne concret, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu dis organisation, donc tu as parlé de tri, des encombrements, ça comprend quoi en fait, coach en organisation? Alors, effectivement, le rangement, en fait, home organizer en France, j'ai l'impression qu'il y a deux tendances. Ouais. Il y a l'organisation vraiment dans le sens... au carré, quoi. Ouais, c'est ça. La passion du rangement, un peu à la sauce, un peu Marie Kondo, mais sans l'aspect minimaliste, donc le côté... et puis de camp un peu, quoi. Pardon? Brie Van de Camp. Oui, voilà. Oui. Et puis aussi, il y a une tendance aussi à je sais plus comment elle s'appelle, c'est... il y a une série sur Netflix là avec Johanna et je sais plus comment elle s'appelle. Bref, je retrouverai le nom. Home Edit, voilà, The Home Edit, qui est une série sur et qui en fait elles ont un compte d'Instagram aussi. C'est deux américaines qui en fait elles sont vraiment dans le côté vraiment elles sont pas trop pour le minimalisme en fait. C'est le contraire, c'est le côté vraiment on aime les belles choses et on apprend à les organiser pour que ça soit joli. En fait, oui, d'accord. Il n'y a pas tout cet aspect, alors bien sûr il y a du tri, etc. Mais il n'y a pas tout cet aspect plus revenir à des choses simples, le minimalisme. Et d'un autre côté, il y a des gens qui sont plus proches de l'écologie, qui sont plus dans une approche plus à tendre vers le minimalisme, parce que moi je suis pas minimaliste, je pense que... Ah oui, d'accord. Alors je ne suis pas, je n'y arriverai pas, je pense, parce que j'aime trop les belles choses. Après, je pense que c'est un petit peu, ça doit être une source d'inspiration, c'est-à-dire qu'en fait,
Je pense que c'est difficile, pour moi presque utopique, de vouloir améliorer son organisation sans faire de tri et de désencombrement. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est la base de la base, c'est de faire du tri, du désencombrement. Mais je trouve que ça implique aussi un changement dans sa façon de consommer. Oui. Et tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on fait pas ce travail-là, c'est difficile de faire. Parce que sinon on répète les mêmes erreurs indéfiniment. C'est ça. Et alors après, bien sûr, je vais pas forcer mes clients à jeter les choses, bien sûr, mais je pense que c'est important quand même de leur transmettre en fait cette envie de s'alléger. Donc c'est vraiment au niveau à la fois de la déco, mais aussi des vêtements, enfin tout quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait que moi ce que je propose c'est un accompagnement vers une vie plus simple, une vie matérielle plus simple, pour avoir plus de temps pour les choses immatérielles finalement. Ah oui. Okay. C'est cette approche de aujourd'hui on a une société de consommation qui fait que nos maisons sont de plus en plus pleines, et dans le même temps on a de moins en moins de temps pour s'occuper de tout ça parce que les femmes travaillent. Oui. Alors qu'avant, nos mamans, enfin en tout cas, nos mamans peut-être, mais nos grands-mères avaient plus de temps pour s'occuper des affaires, mais elles avaient beaucoup moins de choses à gérer, elles avaient beaucoup moins de volume. Ouais. Aujourd'hui, en fait, on a ce conflit entre des maisons de plus en plus pleines et en même temps un agenda de plus en plus chargé et de moins en moins de temps pour s'occuper de ça. Et ça crée des situations de stress qui sont délirantes pour moi. Ok. Et moi, c'est contre ça que j'ai envie de lutter. Ouais. C'est qu'on ne peut pas... Objectivement, il faut arrêter de faire croire aux femmes, parce que malheureusement, c'est encore les femmes qui gèrent, même si j'aimerais que ça soit plus équilibré, mais il faut être lucide aujourd'hui, c'est encore beaucoup les femmes qui gèrent le foyer, en tout cas l'intendance du foyer. C'est illusoire de faire croire aux femmes qu'on peut avoir un intérieur rangé, avec beaucoup d'affaires, beaucoup de choses, toujours nickel. Et en plus, si tu passes pas ton temps à le faire, quoi. Si c'est ta passion de ranger toute la journée, oui peut-être, tu peux. Mais aujourd'hui, je pense que la plupart des femmes aspirent aussi à avoir du temps pour leur famille, du temps pour elles-mêmes, pour leurs loisirs, pour sortir, pour s'épanouir. Et je trouve qu'on est dans une espèce d'imposture aujourd'hui, on fait croire aux femmes que tu peux tout avoir. Ah mais complètement. Alors ça c'est un sujet encore plus vaste que ça, c'est-à-dire que c'est pas que pour l'homme, c'est beaucoup plus. On leur dit tu peux avoir une carrière, avoir des enfants, être occupée parfaitement, et être là pour eux, être une parfaite épouse et surtout avoir un couple qui dure et toujours aussi pote que quand vous êtes rencontrés. Et en même tu peux tout avoir, tu peux tout faire, oui. Mais il faut aménager tout ça. Il y a des conditions. Ça change aussi, quoi. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui on fait croire aux femmes que enfin moi c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on on fait croire et on leur demande d'avoir une maison nickel, mais en plus avec les derniers trucs à la mode et toujours tendance et avoir surtout renouveler toujours et puis surtout attention parce qu'il faut avoir certains meubles, une certaine déco, et en même temps il faut avoir une carrière, il faut être épanoui, parce que c'est pas tout d'avoir une carrière, il faut aussi être épanoui dans ta carrière. Il faut aussi gérer les amis, être présente pour tes enfants. Être présente pour tes enfants, être présente pour tes amis, être présente pour garder ton mec, ta famille. Et être en plus, Tu sais ce que c'est, et en fait moi c'est ça, moi j'ai envie de à ma petite échelle, d'essayer de faire passer le message où niveau matériel, il y a plein de trucs sur lesquels on peut travailler. Moi, mon domaine, c'est essayer de soulager les femmes de tout ce qu'on leur demande au niveau de la gestion du quotidien, la charge mentale du quotidien, et les aider à avoir une maison plus simple, avoir moins de choses, et avoir une organisation qui fait que c'est au quotidien tu y passes moins de temps, le ménage est plus simple, tu t'énerves moins contre tes enfants parce que t'as plus de temps à leur accorder et voilà, c'est juste ça. C'est vrai que finalement si t'as une baignoire remplie de plein d'un milliard de produits de beauté, si tu veux la nettoyer, ça complique quoi. Et en fait tu vois ce qui est très drôle, c'est que selon les personnes, il y a des gens qui vont dire évidemment moins on a de choses et plus c'est simple. Et il y en a d'autres pour qui c'est une révélation. Ah oui, d'accord. En fait, qui n'ont jamais fait le lien entre leur surconsommation et le fait qu'elles s'en sortent pas au quotidien. Ah oui, d'accord. Tu vois C'est qu'en fait, on nous fait tellement croire que c'est normal d'avoir tout ça à la maison. Oui, presque même l'électroménager. Enfin, dans la cuisine, il faudrait avoir
tous les appareils de cuisine possibles, sauf qu'après, quand il faut les nettoyer, il y a ça, et puis les plans de travail super bien décorés avec les dernières fleurs fraîches à la main, exactement, les fleurs séchées, les bougies, les trucs. Ouais, c'est encore un truc où il faut, tu vois, en fait, c'est tellement... plein de petites choses, l'accumulation de plein de petits actes du quotidien. Exactement, ça paraît insignifiant. C'est pour ça que souvent il y a des gens qui ne comprennent pas le métier. Parce qu'ils se disent, oui, mais le rangement, c'est facile en fait. Souvent c'est parce que c'est eux qui le font pas. Oui, voilà, il y a ça. C'est pas eux qui gèrent ce genre de tâches aussi. Ça, on peut en parler aussi, c'est un grand sujet. Mais voilà, moi, si tu veux, si je devais résumer mon métier en tout cas mon activité et mon pourquoi, parce que j'aime beaucoup cette notion de pourquoi tu fais ça, c'est le why, le fameux why. Complètement. Moi, c'est ça, c'est que je me suis dit, moi, ça m'a apporté tellement en tant que maman, parce que j'ai eu ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai eu 2 enfants rapprochés sur le tard. J'ai eu ma première à 37 ans et ma deuxième à 39 ans. Donc j'ai eu toute une vie un petit peu d'insouciance. Je suis pas très organisée de nature. Donc on vivait avec mon chéri pendant des années un couple sans enfants. Au jour le jour. Au jour le jour. Voilà, c'était quand même pas trop... On avait aussi nos formes de stress et tout, mais c'était beaucoup moins stressant. Et d'un coup, c'est vrai que faire des enfants tard, et en plus 2 enfants rapprochés, sans soutien familial, parce que nos familles ne sont pas là, ça a été un tel bouleversement qu'il a fallu trouver des stratégies. Et quand j'ai compris à quel point ça pouvait m'aider de simplifier, d'avoir moins de choses à la maison, de prévoir des rangements simples. Alors c'est ça aussi, il y a toute cette partie-là où comment se faciliter le quotidien avec des astuces, quoi. Voilà, donc en plus ça peut peut-être intéresser les gens qui nous écoutent. C'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait tout ça, parce que je parle de désencombrement et tout. Mais en fait, il y a 2... Pour moi, en fait, c'est en 3 phases, le home organizing, donc les interventions, le tri, le désencombrement et l'organisation. Donc en fait, finalement, le rangement, on peut le dire, c'est à toute fin en fait. Le rangement, c'est, on dit coach en rangement, parce qu'en fait, avant, il y a toute une phase de tri. Et en fait, moi, ce que j'adore faire, c'est accompagner les décisions. C'est en ça que on appelle ça du coaching, c'est qu'en fait, le plus dur, c'est faire du tri et faire un tri efficace, serein. Parce que finalement, les personnes qui s'encombrent, c'est des personnes qui de base ont du mal à prendre des décisions, quoi. Exactement. C'est ça, t'as compris. Et en fait, il y a des gens qui ont du mal à jeter, il y a différents stades aussi de difficultés. Des gens pour qui c'est pathologique, effectivement, vont être vraiment encombrés. D'autres qui sont juste un peu sentimentales, ou juste n'ont pas le temps. Aussi. Sont juste fatigués, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est difficile dans le tri? Non, mais je suis la première à me dire, non, mais là, tant pis, je sais que je dois trier, ça ne me dérangerait pas de les jeter, mais en fait, pas l'énergie, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'au quotidien, on doit prendre des milliers de micro-décisions. Et en fait, tous ces petits objets qui nous entourent et qu'on doit ranger, trier, déplacer... les vêtements d'enfants. Je sais qu'il y en a que je dois les donner et tout, je dois faire le tri et tout, mais en fait... C'est ça. Et en plus, tu mets le doigt sur l'exemple le plus difficile, c'est-à-dire qu'en plus, c'est lié à l'affect et au souvenir. Donc les enfants, tout ce qu'on a de plus précieux. Et c'est vrai que c'est difficile parce que souvent on voit ça, quoi, les mamans qui se mettent à pleurer quand il faut prendre une décision sur le petit body, quoi. Après, j'ai envie de dire, si vraiment ça déclenche ça, tu regardes, quoi. J'ai pas envie de... Voilà, et à un moment donné, moi je suis pas là pour vous faire tout jeter, hein. C'est sûr ce que je dis, hein. Par contre... Et puis peut-être ce sera plus tard, elle trouvera un moment pour... ce sera plus simple pour elle, quoi. C'est ça, c'est que moi je suis pas là pour vous faire tout jeter et vous faire vivre comme des moines. C'est ça, c'est que quand je parle de minimalisme, je veux pas que ça soit non plus... pour moi, le minimalisme, c'est une source d'inspiration. Tu vois, tu parles tout à l'heure de sources d'inspiration. Par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup... je parlais de Bea Johnson avec le zéro déchet, mais aussi Dominique Lauro. Dominique Lauro, c'est une auteure franco-japonaise, en fait, c'est une Française qui a vécu au Japon. Et qui a écrit des livres sur le minimalisme et qui a un peu traduit l'esprit du minimalisme japonais pour un esprit occidental. Du coup, tu comprends, en fait. Toute l'imagerie du zen japonais, en fait, qui peut paraître froid et complètement presque extraterrestre pour nous,
en fait, tu comprends en fait tout ce que ça peut nous apporter. Et tu comprends aussi pourquoi c'est plus difficile pour nous. Et oui. C'est passionnant, hein. Franchement, c'est le bouquin-là, tu comprends en fait, parce qu'ils n'ont pas du tout le même rapport à l'objet, ils sont shintoïstes, donc ils n'ont pas le même rapport à l'objet que nous. Nous, chrétiens, enfants, en tout cas de culture judéo-chrétienne, enfants et petits-enfants de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, avec et puis une société de consommation, l'apogée en Occident de la société de consommation. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionne aussi, c'est l'histoire, en fait, l'histoire des familles. Hein. C'est-à-dire que souvent, tu te rends compte que beaucoup d'entre nous, on a eu soit des parents, soit des grands-parents qui étaient accumulateurs parce que ils ont des réflexes hérités de la guerre. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça. C'est vrai. Et j'en ai discuté même avec la dernière fois, c'était dans une soirée, j'en ai discuté avec une Polonaise. Et elle m'a dit, mais nous, c'est pareil, en fait. On a cette histoire en Europe, fait, que ça nous a marqué, en fait. Ouais. Alors, bien sûr, les Japonais ont vécu la guerre. Oui. Aussi. Les bombes atomiques, tout ça. Voilà, mais ils avaient une autre mentalité. Donc, forcément, c'est pas les déjà de base. Voilà. Et une autre culture, tout simplement. Ouais. Donc, nous, en fait, avec notre culture, en fait, on est pris entre cet instinct de conservation hérité et cette consommation qu'on pousse à développer la France, on est quand même le pays on a inventé les hypermarchés en fait. Ouais. C'est la France qui les a inventés. Donc forcément, on est vraiment un pays. Je savais pas ça. C'est Carrefour en premier. Ouais. Donc on a vraiment cette culture aussi. Il y a plein de pays dans le monde où les hypermarchés, ça n'existe même pas, quoi. Notamment en Asie, il y en a très peu, quoi. Donc oui, c'est un rapport en plus complètement différent à la consommation et comme tu dis, au mobilier et tout ça, où presque on accumule vachement de choses quoi, à ce niveau-là. Ouais. Voilà, alors je sais plus quelle était ta question, mais du coup... en fait c'était pour un peu plus développer en fait ce que tu faisais en fait quand tu intervenais. Donc voilà, je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais pour résumer en fait, je te parlais de deux grandes tendances du home organizing. Ouais. Effectivement, moi je suis plus sur l'accompagnement et le développement personnel, la rééducation du rapport à l'objet, libérer surtout les femmes, parce que c'est quand même mon cœur de cible, mais pas que, hein, parce qu'il peut y avoir des papas solos, il peut y avoir des célibataires, il peut y avoir des seniors. En tout cas, libérer ce rapport à l'objet de façon à ce que le tri faire un grand tri c'est bien, mais après éviter d'accumuler à nouveau. Ouais. C'est ça qui est difficile, c'est que retomber dans ces traverses, c'est tellement évident. Non, mais bien sûr. Voilà, donc essayer d'apporter du changement et de l'accompagnement et du changement dans son rapport à l'objet. Peut-être aussi se déculpabiliser. Enfin, si jamais, faut pas tomber dans l'extrême, des fois, ça peut arriver de plus rien acheter et tout, et que finalement se sentir trop mal, se déculpabiliser un peu en disant non, on achète toujours ce dont on en a besoin, mais maintenant on a plus, ne serait-ce qu'avoir la conscience en fait, de ses achats, quoi. C'est ça. Et effectivement, quand je te parlais des deux tendances, il y a aussi une autre tendance qui va être trop sur le côté organisationnel. Oui. Le rangement dans des belles boîtes, des trucs en plexiglas, comme tu vois, les vidéos de restock, ça m'énerve, moi. Les vidéos de restock sur les réseaux sociaux, alors c'est vrai que c'est satisfaisant, c'est vrai que c'est joli. Mais c'est quoi? C'est de la surconsommation, en fait, tout est hyper suremballé. Et puis, est-ce qu'on a besoin d'avoir des frigos américains, nous, français? C'est ça. Tu vois? Et puis, on sait pas derrière, c'est quoi? C'est une famille de 4, 5, ils sont combien de Doberman là? À un moment donné, tu vois? Et en plus, c'est des modes de vie différents. Aux États-Unis, tu peux passer des heures et des heures sans voir un hypermarché, encore une fois. Enfin, c'est des familles aux États-Unis, mais c'est parce qu'il y a des endroits très isolés aux États-Unis. Donc, on a beaucoup stocké d'un coup, et en fait, c'est complètement différent. C'est ça, c'est les modes de vie. Et en fait, parfois, on a l'impression que, en fait, on consomme des contenus, mais on n'a pas le contexte. Exactement. Ce qui fait que, toi, avec ton frigo et ton petit cellier pas organisé, t'as l'impression d'avoir tout. Non, c'est juste que la personne, déjà, elle a plus de moyens que toi. Elle vit dans une zone, où il n'y a pas de supermarché, et puis ils sont peut-être 7 à la maison, tu sais pas en fait. Ça se trouve, de temps en temps, il y a tous les voisins qui viennent, tu sais pas, en fait, à quelle fréquence ils organisent des repas, des événements, en fait, voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que aujourd'hui, tu tapes home organizing sur TikTok ou sur Instagram, tu vas tomber sur ça. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté très satisfaisant, qui fait appel à qui te fait tout de suite la dopamine, là, exactement, pour les gens maniaques, c'est agréable, quoi. Bien sûr. Mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de... parce que je trouve que c'est encore
rajouter des injonctions finalement. Exactement, ouais, tout à fait. C'est tout le contraire en fait qu'il faudrait faire. C'est non, mais ton frigo s'il est, il est peut-être pas bien organisé, mais peut-être que t'as tout ce qu'il faut pour la semaine. Voilà, c'est pas. Du moment que tu trouves ce que tu veux et que tu perds pas trop de temps, ça va. Oui, puis en plus, typiquement l'exemple du frigo, c'est un bon exemple parce qu'en vrai, quand tu commences à faire attention à comment tu consommes l'alimentation, tout ça, bah finalement le frigo il se vide en fait. Exactement. Donc c'est vrai. Parce que si tu fais un peu de zéro déchet et que tu veux pas trop d'aliments. Bah oui, en emballage. C'est ça, c'est que si tu commences à cuisiner, t'as beaucoup plus d'aliments secs que d'aliments frais. Tu consommes moins de viande, t'as pas besoin d'avoir un frigo immense. Oui, c'est ça, Bon, ça c'est. Après, moi je suis pas contre un frigo organisé, au contraire, c'est agréable. Non, tout à fait. Il faut pas que ça devienne une religion, quoi. Passer du temps, enfin, au contraire. Enfin, et c'est ça, c'est comme pour moi le rangement c'est un outil et c'est pas une fin en soi. Ouais, dans cette phrase, tu vois, c'est important de. En tout cas, c'est l'approche que je propose. Après, si votre kiff c'est de ranger au carré et tout. Oui, je voulais voir avec toi, parce que dans cette interview, il y a un sujet qui est souvent revenu, c'était être une femme, finalement. Ouais. Voilà, dans notre société moderne, avec ce que ça implique, avec tous les changements qu'il y a eu, le monde du travail, les responsabilités qui ont changé, la pression sur l'éducation des enfants, etc. Et est-ce que, voilà, pour conclure cette interview, tu peux nous dire quelle a été au global ton expérience en tant que femme dans le monde du travail? Alors, moi j'ai travaillé dans des milieux assez équilibrés, donc ça je pense que c'est une chance, il y a beaucoup de femmes et des hommes aussi, parce que quand j'étais en open space par exemple, il y avait quand même... Donc ça j'ai apprécié ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a ce côté quand même un petit peu toujours... T'as l'impression que pour être respecté au travail, il faut quand même toujours être dans la séduction. Ça m'avait toujours... Ça, j'ai ressenti ça. J'étais dans une société quand même assez jeune. Et pourtant, j'avais ce truc-là que j'ai compris avec le recul. Oui. C'est que, en fait, les jours où je me sentais pas jolie, j'avais l'impression qu'on m'écoutait moins. Ah ouais. Et ça, c'est un truc, L'apparence, c'était important. Alors, je sais pas si c'était la culture de l'entreprise ou quoi, mais ou alors c'est peut-être moi, mon ressenti, mais peut-être par rapport à ma confiance en moi. Donc ça, il y a un truc que aujourd'hui, je vivrais différemment. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, j'assumerais beaucoup plus, je sais pas, d'être peut-être moins apprêtée, moins... voilà, parce que j'avais l'impression, alors après c'est peut-être aussi mon ressenti de provinciale à Paris qui faisait ça, j'avais l'impression de pas être à la hauteur et tout. Et c'est vrai que cette facette-là de être une femme en entreprise, c'était ce côté, pour être crédible, il faut quand même être bien présenté, beaucoup plus que pour un homme, quoi. Oui, jouer les codes du patriarcat, quoi. Le patriarcat attend des femmes parce que quand même soin de leur apparence. J'avais des boss femmes, mais tous les N+2, c'était toujours des hommes. Donc il y avait quand même ce côté-là, pour avoir un peu de poids ou d'être écouté, j'ai l'impression qu'il fallait quand même... Ou alors c'est moi, je sais pas si c'est... En tout cas, tu l'avais intériorisé, quoi. Voilà, j'ai ce ressenti-là. Après, par rapport à mon expérience d'entrepreneuriat, j'ai été aussi dans des milieux où je me suis confrontée aussi à l'incompréhension des hommes, notamment dans des réseaux d'affaires. J'ai intégré un réseau d'affaires où il y a une grande majorité d'hommes. Et c'est vrai que notre métier, l'home organizing, de toute façon, ma cible, c'est 90% de femmes. On sait que les femmes qui font appel au home organizing, enfin les clients, la clientèle du home organizing en France, c'est vraiment très très féminin. On a évoqué les raisons, c'est quand même parce que c'est des questions qui sont encore qui touchent essentiellement les femmes. Et c'est vrai que dans ces milieux-là, je sentais bien qu'il y avait une incompréhension et que il y avait une espèce de gros contraste entre les femmes qui disaient « Mais c'est génial ce que tu fais, mais je savais même pas que ça existait !» Et puis le mec « Je comprends pas. » Carrément, un gars qui m'a dit ça, mais en fait, je comprends pas ce que tu fais. Ah ouais. Enfin, explique-moi parce que excuse-moi, mais je comprends pas. Mais du coup, quand il t'a dit ça, tu t'es dit, mais c'est parce que il doit pas gérer ces tâches-là au sein de son foyer, ou vraiment? Ouais, tu t'es tout de suite ça. J'ai compris. Voilà. Tu t'es pas dit, tiens, c'est bizarre qu'il me dise ça. Mais en fait, c'est parce que le truc, c'est que j'ai commencé à l'entendre. On me le disait pas en face. J'entendais pas quand je pitchais ou quoi, et que je sentais qu'il y avait... Puis je le sentais dans le regard des gens,
Et en fait, je me suis rendu compte que bien souvent, c'était parce que c'était des hommes qui n'étaient pas du tout impliqués dans le foyer. Ouais. Donc oui, ça te touche pas parce que tu as ta conjointe qui assure tout. Donc effectivement, et par contre, et aussi, il faut quand même reconnaître qu'il y a certains hommes qui comprennent tout à fait. Qui comprennent, qui disent, non, c'est clair que... qui ont de l'empathie, qui voient leur femme peut-être en souffrance, ou eux-mêmes ont pris certaines tâches. Après, souvent, ils reconnaissent l'intérêt, mais eux, ils n'ont pas quand même souvent, ils n'ont pas cette souffrance que peuvent avoir les femmes. Bien sûr. Ou cette espèce de honte. Ouais. Parce que souvent, en fait, celles qui... les clientes, en fait, qui font appel à moi, elles ont une espèce de... Quand je dis souffrance, ça peut paraître exagéré, mais parfois, c'est vraiment ça. Oui. C'est vraiment un truc... j'en peux plus, je m'en sors pas chez moi. J'ai honte d'avoir une maison en bordel. Je passe mon temps à ranger, ma maison est nickel, mais j'en peux plus, je suis trop fatiguée, ça me prend trop de temps. Et c'est vrai que les hommes, même s'ils ressentent parfois les désagréments d'une maison désorganisée, de l'encombrement et tout, ils ont moins socialement ce poids. Oui, bien sûr. En fait, on va moins les juger. Par exemple, un papa solo, si sa maison est en bordel, on va dire, bon, attends, déjà, il gère quoi, il gère son gosse, il se débrouille et tout, franchement, on va pas le juger d'avoir la maison nickel. Alors qu'une femme, même une maman solo, on va la juger quand même. Donc il y a quand même cette ambivalence-là qui fait que du coup, ça se ressent aussi dans l'accueil de cette activité aussi. Et effectivement, les hommes vont avoir soit une incompréhension au pire, ou alors au mieux ce côté c'est utile, après est-ce que je payerai pour ça, c'est ça ce que j'allais te demander, c'est toujours pareil, saisir la pertinence du truc parce qu'ils le vivent peut-être plus facilement, et puis d'autres qui comprennent tout à fait la pertinence du métier et qui en sont conscients, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté, quand tu présentes ton activité, c'est accueilli quand même de façon assez nuancée et voilà, selon le vécu de chacun, selon l'éducation, selon plein de choses. Bien sûr. Selon la culture, voilà. Oui, j'imagine. C'est pas comme quand, je sais pas, t'es boulanger ou globalement, tu as le même accueil de tout le monde. C'est ça. Là, ouais. C'est ça. Et puis ça renvoie à beaucoup de choses, à sa vie personnelle, son vécu. Mais oui, bien sûr. On n'a pas tous l'éducation. Énorme. Voilà. Énorme. Donc, forcément. Et est-ce que du coup, ton expérience dans le monde salarial en tant que femme, tu crois qu'il a joué un rôle en fait qu'aujourd'hui tu sois entrepreneur et dans cette branche-là? Parce qu'en fait je sais ce que c'est que d'arriver le soir, être épuisé par sa journée et d'avoir la deuxième journée. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est que les mamans... alors pour moi, mon métier, c'est vrai que mon cœur de cible, c'est les mamans. Mais c'est pas que les mamans, parce que je pense que même sans enfants, tu peux aussi être épuisé par ta journée de travail et pas vouloir et pas avoir l'énergie de t'occuper de ta maison. Et c'est encore, je pense que même ces femmes-là, les femmes sans enfants sont encore plus jugées que... En plus, t'as raison, oui, complètement. C'est vrai. C'est encore plus... je pense qu'elles peuvent encore plus se prendre dans la figure des réflexions du style, toi t'as pas de gosse, comme tu devrais avoir une maison nickel, quoi. Pour quelqu'un qui est pas organisé et qui, ça peut être aussi... Et ces femmes-là, elles ont peut-être encore moins se sentent encore moins légitimes de se faire aider. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a ce côté-là qui est en train de jouer. Ouais, effectivement. Et je sais plus ce que tu disais, par rapport à mon vécu de salarié. Oui, c'est vrai que moi, je suis beaucoup dans l'empathie, dans le fait d'avoir mon parcours de femme salariée maman en plus. Je sais ce que c'est que d'avoir cette charge mentale qui te bouffe quand t'es au boulot. Tu penses à ce que t'as à faire le soir et le week-end pour le ménage, les courses, les rendez-vous chez le pédiatre, les rendez-vous et tu rendez-vous quand t'as des enfants. Et puis quand t'es le soir, tu n'arrives pas à déconnecter de ta journée de travail, quoi. Donc il y a en fait je pense que c'est vraiment là-dessus, et je pense que c'est vraiment, qu'on parlait tout à l'heure de why, vraiment si je devais résumer mon why, c'est vraiment cette idée d'alléger la charge mentale. Et moi, comment ça m'a aidé, ça m'a énormément allégé, ça a amélioré ma vie, ça a amélioré mon moral, ma santé mentale, et aujourd'hui, moi, mon why, c'est d'aider les femmes
pas forcément, oui, c'est alléger cette charge mentale, mais aussi mieux la vivre. Ouais, c'est ça. C'est difficile de l'alléger. Plus la subir. Voilà, c'est difficile de l'alléger réellement parce que le rangement, ça fait passer dessus un des maillons de la charge mentale, mais c'est pas toute la charge mentale, évidemment. Il y a le travail, il y a les relations humaines, les relations avec ses enfants, l'éducation. Oui, comme tu disais, la santé, tout ça. La santé, il y a plein de choses. Mais au moins, sur ce qu'on peut, les leviers qu'on peut améliorer, voilà, j'espère pouvoir apporter quelque chose aux femmes qui font cette démarche qui est assez courageuse et et je pense, et c'est ce que je dis à chaque fois, celles que j'accompagne, je leur dis mais bravo d'avoir osé. Ouais. C'est exactement ça. Très bien. Ce sont de très bons mots de la fin, je trouve. Merci beaucoup Aurélie pour cette interview. Et puis on se dit à très bientôt de toute façon. À bientôt.